Sœur Béatrice avait 55 ans lorsqu'elle découvrit un homme caché dans la chapelle. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un. Pas à cette heure-ci, pas à cet endroit, et certainement pas dans cet état. C'était par une nuit d'orage d'avril, au couvent São Bento de Viana do Castelo, cette ville de la côte nord, où l'Atlantique se fracasse avec violence contre les rochers et où le vent charrie le sel et les récits de naufrage. L'orage commença au crépuscule, gagnant en intensité jusqu'à ce que, à 10 heures du soir, le tonnerre fasse trembler les fenêtres et que la pluie martèle le toit comme une violente percussion. Béatrice se trouvait au réfectoire, avec 4 autres religieuses, écoutant le vent hurler, lorsque la lumière vacilla 1 fois, 2 fois, puis s'éteignit complètement. Les coupures de courant étaient de fréquentes pendant les orages. Elle disposait de bougies et de lampes de poche en cas d'urgence. La mère supérieure demanda à Béatrice de vérifier la chapelle pour s'assurer que les fenêtres étaient fermées et qu'aucune infiltration d'eau n'avait lieu. Béatrice prit une lampe de poche et traversa le cloître en courant sous la pluie battante qui trempa son habit en quelques secondes. Arrivée à la chapelle à bout de souffle, elle poussa la lourde porte malgré le vent. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, hormis quelques éclairs sporadiques qui illuminaient brièvement les bancs en bois, l'autel et le crucifix. Béatrice balaya la pièce du regard avec sa lampe torche, vérifiant les fenêtres, toutes fermées. Elle emprunta le couloir latéral, inspectant les vieux vitraux. Tout était en ordre. Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle entendit un bruit. Pas le tonnerre, pas la pluie. Un son humain, une respiration lourde et contrôlée, comme si quelqu'un s'efforçait de ne pas faire de bruit. Il gela. Qui pouvait bien se trouver dans la chapelle à cette heure-ci, en pleine tempête? Toutes les religieuses étaient au réfectoire. La chapelle était fermée à clé la nuit. Du moins, elle aurait dû l'être. Peut-être que dans la précipitation de la tempête, quelqu'un avait oublié de la verrouiller. Mais qui y serait entré? Et pourquoi? Béatrice balaya lentement l'espace avec sa lampe torche. Des bancs vides, un autel vide, des confessionnaux. Elle s'arrêta. Le rideau d'un des confessionnaux n'était pas complètement fermé. Une petite ouverture, et à travers elle, elle aperçut un mouvement. Quelqu'un était à l'intérieur. Elle aurait dû appeler à l'aide. Elle aurait dû courir chercher d'autres religieuses. Mais la curiosité et l'inquiétude l'emportèrent sur la prudence. Elle s'approcha silencieusement du confessionnal. Elle s'arrêta devant le rideau de velours rouge délavé. De l'autre côté, on entendait maintenant une respiration rapide et nerveuse. Béatrice saisit le rideau et le tira brusquement. Et il vit. Un jeune homme, recroquevillé sur l'étroit banc du confessionnal, était trempé jusqu'aux os. Non pas après un bain, mais visiblement après avoir été surpris par une averse torrentielle. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son crâne, ses vêtements, un jean et un t-shirt moulants. L'eau ruisselait sur lui, formant des flaques sur le sol. Il tremblait violemment. Il avait un œil au beurre noir, la lèvre fendue et ensanglantée, et une marque de main rouge sur le cou. Il avait été battu. Il la regarda avec de grands yeux effrayés. Il leva les mains en signe de défense. Il dit en portugais, avec un accent étranger qu'il ne put identifier, « S'il vous plaît, n'appelez pas la police, s'il vous plaît. » Béatrice baissa sa lampe torche pour ne pas l'éblouir. Son instinct d'infirmière, acquis avant son entrée dans l'ordre 28 ans plus tôt, se réveilla instinctivement. D'un rapide coup d'œil, elle évalua ses blessures. Rien ne semblait grave, mais il était manifestement en état de choc, en hypothermie, et ses vêtements étaient trempés. Elle lui demanda son nom. Il hésita. Puis il dit « Karim. Je m'appelle Karim. » L'accent était maintenant clair. Arabe, peut-être syrien ou irakien. Béatrice lui demanda en anglais s'il parlait anglais. Il hocha la tête soulagé, puis se mit à parler un anglais approximatif. « Oui, un peu. Mon portugais aussi. Excusez-moi d'être entré ici. Je ne savais pas où aller. Je courais. Il pleuvait des cordes. J'ai vu une église ouverte. J'y suis entré. Je n'ai rien volé, je le jure. » Béatrice a rapidement assimilé l'information. Un jeune homme, manifestement migrant ou réfugié à son accent et à sa peur de la police, avait été battu et s'était réfugié dans une chapelle pendant un orage.
Une porte ouverte signifiait que quelqu'un avait effectivement oublié de la fermer à clé. Tant mieux pour lui. Ou peut-être était-ce la Providence. Il demanda qui l'avait agressé. Karim baissa les yeux. Il dit que c'étaient des hommes de la ville. 3 Portugais. Il l'avait suivi après le travail. Il l'avait insulté. Terroriste. Sale musulman. Puis, il l'avait bousculé. Il avait couru, mais il l'avait rattrapé près du fleuve. Il l'avait roué de coups. Il lui avait pris son argent. Peu de choses, mais c'était tout pour lui. Il avait réussi à s'échapper grâce à une voiture qui passait, les effrayant. Il avait couru sans but précis. C'était la fin. La colère montait en Béatrice. La violence envers les réfugiés était un problème croissant, même dans la paisible Viana d'ordinaire. Elle dit à Karim qu'il était en sécurité là-bas, qu'il devait enlever ses vêtements trempés avant de mourir d'hypothermie. Il parut inquiet. Il dit qu'il ne pouvait pas rester, qu'il lui causerait des ennuis. Béatrice lui fit remarquer qu'il était déjà là, que la tempête était dangereuse et qu'il ne survivrait pas à la nuit dans la rue ainsi vêtu. Le dilemme était bien réel. Si elle en parlait aux autres sœurs, elle serait obligée d'appeler les autorités. Karim serait alors livré au service d'immigration, souvent plus punitif que protecteur. Mais si elle gardait le silence, il mentirait à la communauté et enfreindrait le règlement du couvent. Elle regarda le garçon tremblant dans le confessionnal, blessé et terrifié, et la décision lui revint entièrement. Il lui dit d'attendre. Il sortit en courant de la chapelle, sous la pluie. Au réfectoire, il assura à la mère supérieure que la chapelle était sûre, que tout était verrouillé. Il ne mentionna pas Karim. Il prit des serviettes, prétextant qu'il devait se sécher pour éviter d'attraper une pneumonie. Il alla dans sa cellule, prit des vêtements propres qu'il gardait pour les donner, un pantalon de survêtement, un vieux t-shirt d'une activité paroissiale. Il retourna à la chapelle. Karim était toujours dans le confessionnal, exactement là où elle l'avait laissé. Béatrice lui tendit des serviettes et des vêtements secs. Elle lui dit qu'il devrait se changer. Elle se détourna, lui laissant un peu d'intimité. Elle l'entendit bouger maladroitement, ses vêtements mouillés tombant lourdement au sol. Quand il dit qu'il était prêt, il se retourna. Les vêtements étaient trop grands pour lui. Il était plus mince qu'elle ne l'avait imaginé, mais ils étaient secs. Mieux. Elle examina ses blessures à la lampe torche. Sa lèvre nécessitait un nettoyage, mais pas de point de suture. Son œil était contusionné, mais pas endommagé. Les marques sur son cou étaient superficielles. Rien de cassé, il avait eu de la chance, compte tenu de la violence de l'agression. Elle proposa de lui apporter à manger et à boire. Il protesta, elle insista. Elle retourna au réfectoire en disant qu'elle resterait prier dans la chapelle pendant l'orage, comme elle le faisait toujours les nuits difficiles. Les autres sœurs trouvèrent cela étrange, mais ne posèrent pas de questions. Elle prit du pain, du fromage, une pomme et une bouteille d'eau. Elle retourna à la chapelle. Karim mangea comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Il n'avait probablement rien mangé du tout. Pendant qu'elle mangeait, elle lui posa des questions. Elle apprit qu'il avait 24 ans, qu'il était syrien et qu'il était arrivé au Portugal 8 mois plus tôt après un périple de 2 ans à travers la Turquie, la Grèce et l'Italie. Sa famille avait péri dans un bombardement à Alep. Il était le seul survivant. Il était arrivé en Europe sans rien, en quête d'une vie meilleure. Au Portugal, il travaillait illégalement dans le bâtiment. Son employeur lui versait la moitié de son salaire habituel, sans aucun titre officiel. Il vivait dans une chambre partagée avec 5 autres réfugiés. Des conditions épouvantables, mais c'était tout ce qu'il avait. Béatrice écoutait, le cœur lourd. Elle lui demanda s'il avait tenté de demander l'asile. Karim laissa échapper un rire amer. Il répondit que oui. Le système était un véritable labyrinthe. Il attendait ses papiers depuis des mois. En attendant, il vivait dans l'incertitude. Sans papiers, impossible de travailler légalement. Sans travail légal, impossible de louer un appartement. Sans adresse fixe, la procédure d'asile était un véritable casse-tête. Un cercle vicieux sans issue. La tempête dura jusqu'à minuit. Béatrice resta dans la chapelle avec Karim, parlant à voix basse pour ne pas alerter les autres sœurs.
Il lui raconta la Syrie d'avant la guerre, ses études d'ingénieur, son rêve de construire des ponts, comment la guerre avait tout détruit, sa traversée de la Méditerranée en canot pneumatique, où la moitié des passagers avaient péri. La vision du corps d'un enfant de 3 ans flottant à la surface. La culpabilité d'avoir survécu alors que tant d'autres avaient péri. Béatrice a partagé son histoire plus brièvement. Son entrée dans l'ordre à 27 ans, fuyant un mariage malheureux. Ses années de bénévolat dans des œuvres caritatives. Ses récentes interrogations sur le sens véritable de la vie qu'elle avait choisie, se demandant si ce n'était pas simplement une échappatoire confortable aux responsabilités du monde séculier. Karim a dit admirer son dévouement. Elle a ri tristement et a ajouté que, ces derniers temps, cela ressemblait davantage à de la lâcheté qu'à du dévouement. Lorsque la tempête s'est enfin calmée à 2 heures du matin, Béatrice sut qu'elle devait prendre une décision. Karim ne pouvait pas rester, mais elle ne pouvait pas le laisser retourner à la rue. Il lui avait dit connaître des gens dans un réseau d'aide aux réfugiés. Une religieuse d'un couvent de Porto travaillait dans une organisation. Elle put établir le contact. Mais Karim devrait attendre le lendemain matin pour trouver un moyen de transport sûr. Le problème était de savoir où il pourrait attendre. Il ne pouvait pas rester dans la chapelle. Les religieuses arriveraient pour les matines à 6 heures. Sa cellule était une possibilité, mais risquée. Si on la découvrait hébergeant un homme, les conséquences seraient graves. L'autre solution était de le renvoyer tôt le matin, alors qu'il était encore vulnérable. Elle ne pouvait pas faire cela. Elle le conduisit à sa cellule, par des chemins qu'elle savait que les autres sœurs n'empruntaient pas à cette heure-ci. La cellule était petite, un lit étroit, une table, une chaise, un crucifix au mur. Elle lui dit qu'il y resterait jusqu'au matin. Elle dormirait sur une chaise. Karim protesta, disant qu'il prendrait la chaise. Béatrice rétorqua que le lit lui revenait. Il était blessé, elle allait bien. C'était non négociable. Il s'endormit presque aussitôt, vaincu par l'épuisement. Béatrice, assise sur une chaise, le contemplait. À la faible lueur d'une bougie, elle vit qu'il était d'une beauté délicate, que sa souffrance n'avait pas complètement disparu. Jeune, 24 ans, il aurait pu être son fils si elle avait eu des enfants. Mais elle ne le voyait pas comme une mère, elle ne voyait qu'un être humain vulnérable qui avait besoin de protection. Il dormait par intermittence. Il se réveilla à 5 heures avant la sonnerie des matines. Karim dormait encore. Il lui toucha doucement l'épaule pour le réveiller. Un instant désorienté, il ne sut plus où il était. Puis, il se souvint. Il se redressa brusquement. Béatrice lui avait dit de rester silencieux et caché jusqu'à ce qu'elle puisse appeler après les matines. Elle se rendit à la chapelle avec les autres sœurs pour prier. Son esprit était partagé entre les prières apprises par cœur et l'inquiétude pour Karim, caché dans sa cellule. Après les matines, elle alla au bureau du couvent et attendit 9 heures pour pouvoir passer un coup de fil convenable. Elle appela sœur Paula à Porto et lui expliqua brièvement la situation. Paula lui dit qu'elle pouvait l'aider. Il existait un refuge qui accueillait les réfugiés sans poser de questions. Elle pouvait envoyer quelqu'un chercher Karim à Viana. Il faudrait quelques heures pour organiser le transport. Béatrice retourna dans sa cellule. Karim était éveillé, assis sur le lit, visiblement mal à l'aise. Elle lui expliqua le plan. Il la remercia chaleureusement. Il dit qu'il n'oublierait jamais sa gentillesse. Béatrice répondit que c'était un devoir chrétien d'aider les nécessiteux, mais elle savait que c'était plus qu'un devoir. Un lien se tissait, un lien qui n'aurait pas dû exister. La façon dont il la regardait, à quel point elle sentait sa proximité dans l'espace restreint de la cellule. Le transport arriverait à midi. 5 heures d'attente. Les heures les plus longues de la vie de Béatrice. Karim ne pouvait pas quitter sa cellule. Elle lui apporta du café et du pain, dissimulés sous une serviette. Ils mangèrent ensemble dans un silence qui peu à peu devint apaisant. Il l'interrogea sur sa vie. Elle lui en confia plus qu'elle ne l'aurait souhaité, ses doutes grandissant. Le sentiment d'avoir gâché des décennies d'isolement alors que le monde avait besoin d'action, pas seulement de prières. Karim disait que les prières avaient de la valeur, mais que les actes en valaient davantage, que sa bonté de la veille, avoir offert un abri,
De la nourriture, la sécurité, valaient plus que 1000 prières. Béatrice sentit ses larmes monter. Elle confia avoir peur. 55 ans. Si elle quittait l'ordre établi, elle ne saurait pas comment vivre dans le monde séculier. Karim, quant à lui, disait avoir 24 ans et ne pas savoir non plus comment vivre dans ce nouveau monde, mais qu'il apprenait que le courage n'était pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. À 11h30, Béatrice emmena Karim jusqu'à la porte arrière du couvent. La voiture arriva à midi pile. Le chauffeur était un bénévole du réseau de soutien. Karim monta dans la voiture. Avant de partir, il prit la main de Béatrice par la fenêtre ouverte. Il dit en portugais approximatif « Merci, vous m'avez sauvé la vie. Je ne vous oublierai pas. » Béatrice répondit « Que Dieu vous accompagne. » La voiture démarra, la laissant seule devant le portail. Elle retourna dans sa cellule et découvrit que Karim y avait laissé quelque chose. Un mot, écrit en anglais approximatif, sur un bout de papier déchiré. « Tu as bon cœur. Tu mérites d'être heureuse. N'aie pas peur de vivre. K. » Et en dessous, un numéro de téléphone portable. Béatrice glissa le mot dans la poche de son habit. Elle ne savait pas pourquoi. Elle savait seulement qu'elle devait le garder. Les semaines passèrent. Béatrice ne cessait de penser à Karim. Elle se demandait s'il était en sécurité, s'il avait trouvé un abri convenable, si sa demande d'asile avançait. Elle se surprenait à relire le mot dans les moments de silence. Elle essayait de se convaincre que son inquiétude était maternelle. Elle savait que ce n'était pas le cas. Un mois plus tard, leur relation a basculé. Elle a envoyé un SMS au numéro qu'il avait laissé, juste pour savoir si elle allait bien. La réponse est arrivée quelques heures plus tard. Il était sain et sauf. Son refuge à Porto lui convenait. Il avait trouvé un emploi légal dans un restaurant. Sa demande d'asile avançait. Il l'a remerciée une nouvelle fois et lui a demandé si elle allait bien. Les SMS continuaient. D'abord hebdomadaire, puis quotidien. Elle parlait de sa vie au couvent. Il parlait de son apprentissage du portugais, de ses amitiés et de ses petites victoires, comme son premier salaire officiel. Leur lien s'approfondissait à travers ces échanges. Béatrice savait que c'était dangereux, mais elle ne pouvait s'arrêter. 2 mois après leur rencontre à la chapelle, Karim lui demanda de le voir. Il dit avoir un jour de congé et pouvoir prendre le train pour Viana, juste pour la remercier en personne. Béatrice savait qu'elle devait refuser. Elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un café près de la gare, loin du couvent où personne ne les connaissait. Lorsqu'elle le revit pour la première fois depuis cette nuit-là, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des décennies. De l'attirance. Non pas maternelle, mais romantique. Ils ont discuté pendant 3 heures. En personne, leur lien était encore plus fort. Karim a avoué qu'il pensait à elle chaque jour, que sa gentillesse lui avait redonné espoir alors qu'il perdait foi en l'humanité. Béatrice a dit qu'il avait réveillé en elle des questions qu'elle refoulait depuis des années, que le voir se battre pour une vie meilleure malgré l'impossibilité de tout accomplir lui montrait qu'elle gaspillait sa vie dans une sécurité confortable. Les rencontres se poursuivirent, d'abord mensuelles, puis bimensuelles, toujours dans des lieux discrets où il ne risquait pas d'être reconnu. La frontière entre gratitude et affection s'estompa. En juin, 3 mois après leur première rencontre, Karim prit sa main sur une table basse. Il lui avoua avoir des sentiments pour elle, qu'il savait que c'était impossible pour plusieurs raisons. La différence d'âge, ses vœux, sa situation précaire. Mais il le ressentait et avait besoin qu'elle le sache. Béatrice aurait dû en rester là. Elle aurait dû poser des limites claires. Elle a dit qu'elle le ressentait aussi. Cet aveu a tout changé. Leur relation est devenue romantique, même sans intimité physique. Les rencontres se sont multipliées, les conversations sont devenues plus intimes. Elle a commencé à manquer parfois les activités du couvent, prétextant des visites aux malades. Des mensonges nécessaires pour passer du temps avec Karim. C'est en août, 5 mois après l'avoir trouvé trempé dans le confessionnal, qu'il dut prendre une décision. Je ne pouvais plus mener une double vie. Il fallait choisir l'ordre ou Karim, la sécurité ou l'avenir, 55 ans de routine ou la chance d'une vie authentique. La décision était terrifiante, mais évidente.
Elle demanda à rencontrer la mère supérieure. Elle expliqua qu'elle avait besoin d'une dispense de ses vœux. La mère supérieure ne parut pas surprise. Elle lui demanda s'il y avait un homme. Béatrice répondit honnêtement par l'affirmative. Elle expliqua qu'elle avait rencontré un réfugié, qu'elle l'avait aidé et qu'elle était tombée amoureuse. La mère supérieure déclara que c'était de la folie. Béatrice acquiesça, mais ajouta que c'était une folie qu'elle avait choisie. Le processus a duré des mois. En décembre, Béatrice a quitté le couvent à 56 ans. Karim avait obtenu son asile 2 semaines auparavant. Pour la première fois, ils étaient tous deux libres. Ils ont commencé une nouvelle vie ensemble dans un petit appartement à Porto. Ce n'était pas facile. Leur différence d'âge, 32 ans, était constamment commentée. On supposait qu'elle le soutenait financièrement ou qu'il se servait d'elle pour obtenir des papiers, mais ils ont persévéré. Karim a travaillé, étudié et a finalement repris son métier d'ingénieur. Béatrice a trouvé un emploi dans une clinique de soins infirmiers, un domaine pour lequel elle avait été formée, mais qu'elle n'avait jamais exercé professionnellement. Ils se sont mariés civilement 2 ans plus tard. C'était une cérémonie intime, en présence seulement d'amis proches du réseau d'aide aux réfugiés et de quelques anciens collègues de l'ordre qui étaient restés en contact avec elle. Quand Béatrice eut 60 ans et Karim 33, ils repensèrent à un parcours improbable. Tout avait commencé par une nuit d'orage, lorsqu'elle avait soulevé le rideau du confessionnal et l'avait trouvé là, trempé. Non pas après un bain, mais par la pluie, la rivière et les larmes d'un homme brisé en quête de refuge. Elle lui avait offert un abri. Il lui avait donné une raison de vivre pleinement. L'amour interdit entre une religieuse de 55 ans et un réfugié de 24 ans a transgressé toutes les conventions. L'âge, la culture, la religion, le statut social, tout était un obstacle. Mais au sein de cette impossibilité résidait une vérité humaine fondamentale. Le lien véritable transcende les catégories artificielles. Karim, encore trempé ce soir-là, n'était pas seulement rescapé d'une tempête extérieure, mais aussi d'un périple qui l'avait lavé de tout, sauf du besoin de bonté. Béatrice, en tendant la main, ne sauvait pas seulement un réfugié, elle se libérait elle-même. Parfois, sauver les autres, c'est se sauver soi-même.